Bonjour à tous, ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer notamment lors de l'entrée. Effectivement, aujourd'hui, on va aborder cette stratégie de développement économique régional. Mais peut-être la première question relativement légitime que l'on peut se poser, c'est finalement pourquoi Promove se propose de réaliser une telle stratégie, pourquoi Promove vous la propose et la présente aujourd'hui, quel est notre rôle dans ceci. Donc peut-être un rappel relativement bref de la structure et des mandats qui nous sont donnés au sein de cette association. Tout d'abord, Promove, ça a été fondé il y a 33 ans maintenant, en 1988, à l'origine par 3 communes. Vevey, La Tour de Paix, Montreux. D'ailleurs, le nom signifie bien promotion de la région Montreux-Vevey à l'origine. Nous sommes une association de droit privé, indépendante de l'État, mais nous avons un but non lucratif et nous sommes reconnus d'intérêt public. Nous sommes également depuis 2008 reconnus comme organisme officiel de développement économique de la région au titre de la LAD, la loi sur l'appui au développement économique. Ce qui est particulier pour une association intercommunale, c'est que nous sommes un partenariat privé-public avec non seulement 14 communes, mais également 315 entreprises membres qui, ensemble, soutiennent et œuvrent et souhaitent développer le dynamisme de cette région. Notre organe fêtier, c'est évidemment l'Assemblée générale, mais nous avons surtout un comité d'une quinzaine de membres, ce que nous pouvons appeler notre conseil d'administration finalement, à qui nous rendons des comptes et qui fixe les grandes lignes de notre action. Et puis l'équipe opérationnelle, c'est l'occasion de la saluer. Nous sommes 5, vous les connaissez car vous les croisez régulièrement lors de ces événements. En tout cas, c'était le cas avant le Covid et ce sera à nouveau le cas. Et évidemment que sans un travail d'équipe tel que celui-ci, nous ne pourrions rien réaliser. Donc merci à eux. J'évoquais 14 communes, voilà le périmètre rapidement. Il s'agit des 10 communes de la Riviera plus Lavaux jusqu'à Lutry, Lutry étant raffilié à Lausanne Région. Ça fait environ 92 000 habitants pour notre région au 31 décembre 2020. Ce sera important, on va y revenir. Voilà pour les membres publics. Au niveau des membres privés, je l'ai dit, 315 entreprises membres de Promove, ça représente près de 10 000 emplois dans la région. Tout secteur d'activité confondu, l'adhésion évidemment est volontaire, c'est une association. Elle est aussi sans contrepartie, puisque nous sommes reconnus d'intérêt public, ça veut dire que nos prestations sont destinées à tout le tissu économique, indépendamment du fait que les gens soient membres ou pas. Nos membres nous soutiennent, et c'est un soutien essentiel pour permettre l'action de notre association, d'un point de vue financier bien sûr au travers de la cotisation, mais surtout grâce à ce relais que ça représente vers le terrain. Ça nous permet une remontée d'informations, ça nous permet d'être proche des entreprises, de savoir quelle est la situation de leur activité et de leurs enjeux. Ça permet aussi pour nous d'avoir un réseau d'experts auquel on peut faire appel, notamment lorsqu'il s'agit de soutenir des projets ou de mettre en relation des interlocuteurs. Voilà pour les membres privés. Et puis finalement, le mandat de Promove, quel est-il? Nous avons 2 origines pour ce mandat. Nous avons évidemment des statuts qui définissent des buts. Alors dans ces statuts, on peut résumer les buts en 4 grandes dimensions. Il y a d'abord contribuer à l'implantation d'entreprises, à la création d'entreprises, au maintien d'entreprises. Et en réalité, quand on parle d'entreprise, on parle bien d'emploi, création, maintien et implantation d'entreprises qui vont elles-mêmes générer des emplois. Et puis cette 4e dimension qui s'agit d'œuvrer sur les conditions cadres et d'essayer de contribuer à ce que les conditions cadres de cette région soient favorables au développement économique. Et puis on a une 2e origine pour nos missions, c'est la convention qui nous lie au canton, puisque je disais tout à l'heure, on est reconnu officiellement comme organisme de développement économique pour la région. Une partie des missions sont les mêmes, mais certaines sont spécifiques. Nous avons notamment la responsabilité de développer une stratégie de gestion des zones d'activité. On sait que c'est un enjeu particulièrement délicat dans cette région. On traite également toutes les demandes de subventions liées à l'appui au développement économique. Donc lorsque des porteurs de projets font appel à des subventions cantonales, ce n'est pas nous qui avons la capacité d'octroi, mais nous accompagnons le porteur de projet pour rendre son projet le plus éligible possible, j'ai envie de dire, et puis le présenter au canton. On a également un rôle de veille des politiques publiques, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ça date de 2008 déjà. À l'époque, le canton s'était dit il faut qu'on ait un échelon régional dont la mission est de s'assurer qu'en termes transversale, parce qu'on a beaucoup d'associations intercommunales qui sont thématiques, mais d'avoir une approche aussi transversale, parce que l'économie, le dynamisme d'une région, c'est une thématique qui se nourrit de nombreux autres enjeux. Et puis d'avoir ce rôle de veille entre les communes à l'échelon régional. Et puis enfin, on a ce mandat officiel dans la loi de préparer cette stratégie régionale de développement économique. Donc on retrouve ça au niveau de nos buts dans les conditions cadres et au niveau de la convention
qui nous lie au canton. Voilà un petit peu la raison d'être de cette stratégie. Et puis, ce n'est pas une nouvelle, la dernière version date de 2012. Il y avait une révision partielle qui avait été faite en 2017, avec notamment des réflexions menées également au niveau de la Commission régionale d'aménagement du territoire, au niveau de la conférence des syndics. Et puis, on a jugé, le comité et la direction, que dans le contexte actuel et avec les enjeux qui se présentent, il y avait lieu de remettre ceci sur la table, et de revenir avec une nouvelle stratégie qui tienne compte d'enjeux actuels. Voilà pour cette introduction. J'aimerais encore préciser le contexte et la portée de cette stratégie. Le contexte, c'est un travail collaboratif. On a travaillé au sein du comité, avec également des acteurs externes, avec notamment des gens dans la salle, en questionnant en permanence, en challengeant nos idées, pour essayer de bâtir un consensus autour d'une vision. Ce qui est important, c'est que cette stratégie, elle n'a pas de force contraignante. Je m'explique, ce n'est pas un plan directeur qui serait imposé aux communes ou qui serait imposé aux entreprises, on n'est pas dans une économie soviétique, mais ça a un grand avantage pour nous, ça nous donne une grande liberté. On peut se permettre d'être parfois un petit peu plus direct dans certaines affirmations ou d'avoir vraiment la liberté de ton qui nous permet de poser les enjeux qui nous paraissent les plus importants. Mais avec la liberté vient la responsabilité. Puisque ce n'est pas contraignant, il nous faut convaincre. Et ça, c'est notre responsabilité, et je pense que c'est fondamentalement extrêmement juste comme approche de devoir solliciter comme ça votre adhésion, ainsi que celle de l'ensemble des représentants du tissu, aussi bien économique que politique. La mise en œuvre de la stratégie, ça c'est important aussi, c'est évidemment pas nous, c'est pas les 5 représentants de l'équipe opérationnelle de Promove qui allons pouvoir faire évoluer une région. On n'a évidemment pas cette prétention. C'est bel et bien au travers de l'adhésion qu'on pourra susciter, l'ensemble des acteurs de la région. Est-ce qu'on part tous dans la même direction? Est-ce qu'on a envie de réaliser ceci? Et puis ce qu'on va voir aujourd'hui, pour être clair, c'est juste un aperçu. Le document fait 90 pages. On va le trouver sur le site internet www.promove.ch/stratégie, pour ceux qui auraient vraiment l'envie. Mais en tout cas, on va en présenter les grandes lignes ici. Et puis je terminerai, notre objectif aujourd'hui, d'une part, c'est de vous sensibiliser à certains de ces enjeux. D'autre part, dans la mesure du possible, c'est d'arriver à créer une certaine forme d'alignement, qu'on ait une cohésion qui se crée autour de ces objectifs, et puis ce qui en découle directement, est-ce qu'on arrive à se mobiliser, et puis dire oui, on veut mettre ceci en œuvre. Et puis naturellement qu'on ne le fait pas uniquement aujourd'hui dans le cadre du petit déjeuner, on l'a fait auprès des députés de notre région il y a 2 semaines, on va le faire auprès des municipalités, mais aujourd'hui c'était essentiellement l'idée de toucher le tissu économique. Voilà pour les grandes lignes. J'évoquais les nouveaux enjeux auxquels il nous faut répondre. Alors ils sont de 2 natures principalement, des enjeux microéconomiques régionaux, vous les connaissez, on les a régulièrement thématisés maintenant depuis quelques années, notamment le manque de terrain, le manque de locaux, mais aussi des enjeux liés à la transition vers un tourisme doux qui reste créateur de valeur, des problèmes de saisonnalité du tourisme, des enjeux liés à la mobilité pendulaire, et ainsi de suite. On en a des pages et des pages identifiées auxquelles on essaye de répondre. On a également des enjeux macroéconomiques, pareils, nombreux, mais si on se base sur les 5 qui sont identifiés comme étant les plus impactants par le secrétariat d'État à l'économie au niveau de la Confédération, c'est ceux-ci qui sont considérés comme ceux qui potentiellement pour les années à venir vont avoir le plus d'impact sur le tissu socio-économique. Et nous, il y en a un en particulier qu'on a identifié comme étant l'enjeu vraisemblablement le plus délicat pour notre région, c'est la question de l'évolution démographique et des migrations. Concrètement, vous avez là les perspectives démographiques qui sont émises par Statistique Vaud. Donc Statistique Vaud, organisme officiel, qui notamment a révisé ceci au mois de juin de cette année, donc c'est relativement récent. J'évoquais tout à l'heure ces 92 000 habitants de la région. Statistique Vaud, dans son scénario médian, puisqu'ils font évidemment 3 scénarios, plus élevés, mais celui qui est le plus probable, dans son scénario médian, part sur une augmentation de la population de 21% à l'horizon 2040. 21%, ça voudrait dire qu'on arriverait aux alentours de 110 000 habitants d'ici 2040. C'est évidemment colossal comme évolution. On voit qu'on est aujourd'hui au trétillé à 2020. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les moteurs de cette évolution. On a eu les 20 dernières années une augmentation de la population qui était nettement liée à de la migration. On constate que ce qu'on attend pour les prochaines années, c'est différent. En réalité, là, vous avez les classes d'âge. On voit que les classes d'âge les plus jeunes restent relativement stables. En fait, cette évolution, elle va essentiellement être liée à la croissance de l'espérance de vie. Alors en soi, c'est une excellente nouvelle. On vit plus longtemps avec également une qualité de vie qui est de plus en plus riche, mais ça veut dire qu'on va vers une augmentation de la population.
Il ne nous appartient pas de juger ceci. Je sais qu'il y a évidemment un grand débat politique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On ne rentre pas dans cette discussion-là. Par contre, la probabilité que ça se réalise, encore une fois, elle est extrêmement élevée, puisqu'il s'agit simplement des gens déjà présents dans la région, qui vieillissent plus longtemps, et avec un taux de fécondité qui reste relativement stable, simplement il y a un nouvel afflux qui arrive. Donc la probabilité que ceci se réalise, encore une fois, c'est le scénario médian, elle est relativement élevée. Il y a un autre enjeu qui découle de ceci, c'est que la population en âge d'être active va diminuer sur la même période. Puisqu'effectivement, on voit que c'est surtout les classes d'âge supérieures qui vont prendre de l'ampleur. En réalité, aujourd'hui, on a 61% de la population qui a entre 20 et 64 ans. On va se diriger, d'après Statistique Vaud, à 56% de la population qui a entre 20 et 64 ans. On sait par ailleurs que, évidemment, ce n'est pas la totalité de cette tranche de population qui est active. On a déjà les étudiants de plus de 20 ans, et puis on a les gens qui tout simplement ne travaillent pas pour plein de raisons. Ça veut dire concrètement qu'en réalité, la population active à un horizon 2040, elle sera de moins de 50%. Donc plus 20 000 habitants, mais au final, moins de 50% de cette population qui est active. Ça, c'est les enjeux qui nous retiennent en premier notre attention, qui nous semblent vraiment être les plus impactants et desquels on doit adresser. L'horizon 2040, c'est pas loin, c'est dans 18 ans. Alors ça soulève deux questions. Le thème d'aujourd'hui, on vous a proposé, c'est notre région est reconnue pour sa qualité de vie et demain. Finalement, c'est ce qui nous importe et c'est ce qui parle le plus, c'est dire, ok, comment est-ce qu'on arrive à inscrire le maintien de cette qualité de vie dans cette réalité qui va vraiment être un bouleversement pour la région. Alors en général, quand on parle de qualité de vie, les images qui nous viennent à l'esprit, c'est celle-ci. Spontanément, dans la région, quand on parle de qualité de vie, on a cette image qui en réalité est liée au cadre de vie. On en est tous conscients, nous sommes des grands privilégiés, nous vivons dans une région magnifique qui offre énormément d'opportunités de s'épanouir personnellement. C'est très bien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est des ultra privilégiés de considérer ça comme étant la définition de notre qualité de vie. Je vais faire une hypothèse, je pars du principe que la majorité des gens dans la salle, et je m'excuse évidemment pour ceux dont ce ne serait pas le cas, mais la majorité doivent être nés à peu près entre 1960 et 1980. Quelle était la probabilité à la naissance de disposer d'un certain nombre de biens, d'infrastructures et de services, où que vous soyez né dans le monde? Alors, probabilité de base 100%, mais nous sommes, vous et moi, vraisemblablement nés dans une maternité, dans un hôpital, ou en tout cas à proximité, avec des services médicaux, des professionnels, des infrastructures qui offraient une salubrité tout à fait décente. Déjà, rien que ça nous place dans une tranche de privilégiés. Nos parents, vraisemblablement, sont rentrés de la dite maternité en utilisant les transports publics, qui étaient déjà parfaitement effectifs à l'époque, des routes qui étaient également présentes, goudronnées, l'autoroute était en construction. Arrivé à la maison, on a pu allumer le robinet, il y avait de l'eau sous pression, potable, il y avait des toilettes, donc des égouts, donc du traitement des eaux, et il y avait des services de ramassage des déchets. Quelques années plus tard, vous et moi, on a pu aller à l'école, une école publique qui offrait une qualité d'éducation et des potentiels à toute la population, indépendamment de l'origine sociale. On a également pu bénéficier, lorsqu'on était malade, de soins par des professionnels et puis avec également un réseau de pharmaciens qui étaient là. Et surtout, ces soins étaient pris en charge. L'assurance maladie obligatoire, alors c'est pas si vieux que ça, il faut s'en souvenir, c'est début des années 90 seulement, mais enfin dans les années 70, c'était déjà 80% de la population qui était couvert en Suisse. Encore une fois, c'est de très loin pas le cas dans d'autres régions du monde. On avait des infrastructures sportives, culturelles par exemple aussi, qui nous ont permis de nous épanouir et de développer plein de qualités durant notamment notre jeunesse et plus tard. Nos parents disposaient déjà à ce moment-là d'une forme de sécurité sociale. L'AVS c'est fin des années 40, le deuxième pilier début des années 80. On a déjà eu ces éléments-là qui sont arrivés. Et puis quand on est rentré chez nous, on est rentré dans une maison ou un immeuble raisonnablement pas mal, honnêtement. Même les standards énergétiques de l'époque, en comparaison mondiale, aujourd'hui, ils sont encore excellents. Tous ces éléments-là, ces infrastructures, ces biens et ces services, sont le fruit du travail des hommes. C'est ce que les générations avant nous ont offert. 150 ans avant, la Suisse, c'est un pays pauvre, pas de matières premières exploitables, pas de colonies exploitables non plus, pas d'accès à la mer pour vivre du commerce. Il a fallu le génie local, il a fallu créer de la valeur, il a fallu la volonté de mettre en place ces biens, ces services, ces infrastructures, pour pouvoir arriver à ce que notre génération, nous en bénéficions. Alors,
ce que je revenais tout à l'heure, pour l'immense majorité du monde, la définition de la qualité de vie, c'est ça. Les photos qu'on voyait tout à l'heure, c'est la cerise au sommet de la crème, au sommet du gâteau. Et du coup, avec cette évolution qu'on a évoquée tout à l'heure, plus 20 000 habitants, ça soulève deux questions sous l'angle économique. La première, c'est est-ce qu'on aura la capacité, d'ici 2040, de financer les infrastructures et les services pour nos enfants? Parce que finalement, cette population supplémentaire, puisqu'on parle de vieillissement de la population qui crée cette population supplémentaire, c'est nos enfants. Est-ce qu'on sera capable simplement de maintenir la qualité de vie, ces infrastructures, ces services? Est-ce qu'on sera capable de créer suffisamment de valeur pour y arriver? Et puis le deuxième élément, puisqu'on voyait que cette évolution avec une pyramide des âges qui devient de plus en plus compliquée à gérer, avec moins de 50% de la population qui contribue en étant actif, est-ce qu'on arrivera à créer ou accueillir suffisamment d'emplois pour avoir justement cette valeur qui se crée autant que possible localement, puisqu'on voit qu'on a énormément d'ores et déjà aujourd'hui d'enjeux de pendularité et de transport. C'est quoi suffisamment d'emplois? Aujourd'hui, on a 0,47 emplois par habitant dans notre région. Règle de 3, toute bête, 20 000 habitants de plus, on doit créer d'ici 2040 9 000 emplois de plus dans la région, 9 000, simplement pour maintenir le même ratio. Ça, c'est le constat, les enjeux qui nous interpellent et qui nourrissent finalement la réflexion sur cette stratégie. Après, évidemment, que ça s'inscrit dans une réflexion de durabilité. On parle évidemment énormément de ceci. Je pense que ce n'est pas inutile de rappeler que la définition du développement durable par l'ONU, elle inclut 3 dimensions. Il y a d'une part le progrès social, d'autre part le développement économique et d'autre part la conscience environnementale. Très souvent, ils sont mis en opposition. Très souvent, on entend une mise en opposition. Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune mise en opposition entre ces dimensions, mais qu'elles se servent mutuellement et surtout qu'elles sont indispensables l'une aux autres. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU, puisque réellement, la définition du développement durable, et j'insiste sur ceci, développement durable, de plus en plus on entend parler de durabilité, les gens utilisent le mot durabilité, comme si le mot développement ne faisait pas partie, l'ONU parle bien de développement durable. Et à ce niveau-là, je pense que pour nous, les choses sont assez claires. Le progrès social, notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'ensemble de ces prestations, de ces biens, de ces services, ça doit être la finalité. Ça ne peut être que la finalité. Le but du développement, c'est ça. C'est ce qu'ont fait les générations avant nous et c'est ce qu'on doit faire pour les générations suivantes. Par contre, on a besoin d'un développement économique parce que c'est le moyen. On l'évoquait à l'instant, si on n'a pas cette création de valeur, très clairement, on ne pourra pas financer, ne serait-ce que le maintien de ces prestations. Et puis, la conscience environnementale, c'est la condition. Parce que si on parle de développement durable, si on parle d'œuvrer pour nos enfants, évidemment qu'on ne peut pas le faire en hypothéquant leur propre chance de pouvoir s'épanouir et œuvrer pour les leurs. Et d'ailleurs, c'était un premier ministre scandinave qui disait, il y a déjà une vingtaine d'années, le développement durable, c'est du développement qui n'hypothèque pas les possibilités de la génération suivante de elle aussi pouvoir passer ce développement plus loin. Donc ça veut dire préserver les ressources, préserver autant naturelles qu'énergétiques, et puis respecter la biodiversité. Encore une fois, aucune opposition dans ces 3 termes. On a un moyen, et ça c'est notre mission, notamment à vous, tissu économique, mais également aux collectivités. On a une finalité clairement déterminée, qui est d'améliorer la qualité de vie. Et puis, on a une condition sine qua non, c'est de faire ceci dans le respect et dans la conscience environnementale. Concrètement, pour nous, dans la stratégie, on intègre ça sur 2 manières. Déjà, on assume le fait que oui, notre mission, c'est de créer de la valeur. Et qu'en créant de la valeur, on contribue au développement durable. On contribue à améliorer les conditions de vie de la population. On contribue surtout à ce qu'une population grandissante, à ce que la génération suivante bénéficie des mêmes qualités de vie que ce que nous avons eu. Pour nous, ça a été important parce que ça a permis de définir le terme de valeur ajoutée. On parle toujours, on veut cibler de la valeur ajoutée, on veut créer de la valeur ajoutée. Puis ce terme, il y a un peu tout et n'importe quoi là derrière. Et on dit, ok, nous on va le définir. Pour nous, la valeur ajoutée, c'est un projet, une entreprise, une initiative, une collectivité qui soit crée des emplois de proximité, soit contribue aux finances publiques. C'est vraiment les 2 objectifs, c'est notre clé de lecture sur qu'est-ce qui, pour nous, est considérant comme amenant de la valeur ajoutée pour notre région. Et puis ensuite, on pourrait s'arrêter là. Je me fais référence notamment aux entrepreneurs dans la salle, mais en réalité, on veut quand même être un petit peu plus ambitieux de ça, et on veut le faire en intégrant même dans ce processus de création de valeur une transition avec une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Concrètement, lorsqu'une entreprise offre des emplois diversifiés,
équitable et qui permettent un développement personnel de ses collaborateurs, elle a déjà un rôle social tout à fait significatif. Et de même, on peut intégrer les préoccupations environnementales au modèle d'affaires en développant des modèles éco-responsables, par exemple en minimisant l'impact sur l'environnement dès la planification de l'activité. Alors une stratégie, comme vous la pratiquez dans vos entreprises, c'est toujours la même démarche. Finalement, on pose une pyramide stratégique avec une vision qui doit nous servir de boussole. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est l'objectif et comment on imagine notre objectif? Donc en l'occurrence, c'est une vision pour la région. Comment on imagine notre région en 2040? Et puis finalement, après en dessous, les choses s'alignent. Qu'est-ce qui sert cette vision? Et puis on n'est pas obligé d'avoir un plan d'action complètement rigide parce qu'on sait que dans la réalité de la vie, c'est difficile à appliquer. Mais tant qu'on a une vision à laquelle on adhère tous, tout ce qui concourt à cette vision est intéressant. On va quand même poser une stratégie concurrentielle et puis après, des axes, des domaines d'action et des enjeux. Alors la vision qu'on vous propose, c'est celle-ci. Et je vais vous laisser la lire 2 minutes. A priori, ça ne devrait pas vous surprendre puisque ça découle totalement de tout ce que je viens de vous dire. Ça paraît être, pour ceux qui sont au fond, je le lis, une région agréable à vivre dont le développement et le rayonnement portés conjointement par les acteurs publics et les partenaires privés offrent à ses résidents des emplois de proximité, des services de qualité et des infrastructures performantes. Ça ne devrait pas vous surprendre puisque c'est le fruit de l'introduction qu'on vient de parcourir ensemble, mais j'aimerais quand même revenir sur certains de ces mots qui sont là-dedans. On commence par dire qu'une région, et une région, ça définit un périmètre géographique, ça définit un bassin. Donc on pose le fait que ces enjeux-là ne peuvent être traités qu'à l'échelle régionale. Qu'on parle d'infrastructure, qu'on parle de scolarité, qu'on parle d'emploi, qu'on parle de scolarité, d'offres culturelles, d'offres sportives ou d'infrastructures de base comme on les évoquait, le périmètre cohérent, il est forcément régional. On continue en disant agréable à vivre, c'est notre objectif. On l'évoquait tout à l'heure, développement social, on veut être une région qui reste aussi agréable à vivre qu'elle l'est aujourd'hui. Et puis on évoque que le moyen, il n'y a pas de miracle, ça passera par le développement et le rayonnement. Le développement, j'ai eu l'occasion de le développer, mais qu'est-ce qu'on entend par rayonnement? La question du rayonnement, c'est de se rendre compte qu'on a une immense chance, on doit saisir les opportunités. Nous avons une région qui bénéficie d'une image extrêmement positive et valorisée à l'extérieur de la région. Et là, l'enjeu notamment, c'est de l'assumer déjà, mais ensuite de le valoriser. Et par le valoriser, j'entends bien, qu'est-ce qu'on va faire de ce rayonnement pour créer de la valeur pour les habitants? Et c'est conjointement ce développement et ce rayonnement, et qui doivent être autant l'œuvre d'acteurs privés que des collectivités publiques, qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, encore une fois, emploi de proximité, services de qualité, infrastructures performantes, comme étant finalement ça, la définition de cette qualité de vie qu'on veut maintenir. L'étape suivante, c'est de définir une stratégie concurrentielle, un positionnement. Et puis là, ça paraît tout bête quand c'est affiché comme ça, se différencier par la qualité, développer et valoriser nos atouts. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui n'est pas écrit. On aurait eu des possibilités différentes. Déjà, pourquoi se différencier? Se différencier pour être attractif, se différencier pour que des gens viennent concrètement pour équilibrer cette pyramide des âges, avec plus de 50% de la population qui n'est pas active. On ne va évidemment pas être en situation de résoudre et de maintenir cette qualité de vie pour nos enfants. Donc j'évoquais tout à l'heure 9000 emplois à créer, donc il faut non seulement attirer des entreprises qui vont créer ces emplois, et puis potentiellement des employés, pour rééquilibrer cette situation. Alors on se différencie par la qualité pour attirer ces gens-là. On aurait pu faire quoi d'autre? En fait, les stratégies traditionnelles pour se différencier, il y en a plusieurs. Une première, c'est de se différencier par les coûts. On peut essayer d'être moins cher. Concrètement, en termes de développement territorial, on peut mettre des terrains à disposition gratuitement. On peut imaginer des bâtiments où on ne paye pas de loyer si on a une entreprise. Voilà des pistes classiques. On peut imaginer des avantages fiscaux. Ça a été beaucoup pratiqué au début des années 2000 pour attirer encore une fois des entreprises. On peut imaginer des subventions. Et là, on est dans une différenciation par les coûts. On a choisi de ne pas retenir ceci pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas pérenne. Rien n'est gratuit. En réalité, si on met à disposition quelque chose de gratuit, c'est que quelqu'un d'autre le paye. Ça, c'est le premier élément. Si on s'inscrit dans la durée, ce n'est pas logique. Et puis le deuxième élément, c'est tout simplement pragmatique. Nous n'avons pas les ressources pour le faire. Notre région, elle est contrainte entre lac et montagne. Quand on parle de mettre à disposition des terrains et des locaux, on doit être extrêmement attentif à ce qu'on héberge. Il y a un autre élément, c'est que le public cible
de ce type d'initiative, ce n'est pas forcément le public qu'on souhaite attirer. On évoquait tout à l'heure cette notion de valeur ajoutée. Alors je prends l'exemple d'un bâtiment où on dit voilà, les loyers sont favorables. Concrètement, c'est ce qu'on appelle un incubateur. C'est ce qu'on appelle un incubateur. Alors c'est totalement pertinent à côté, par exemple, d'une EPFL ou d'une école d'ingénieurs, où on a ce tissu économique et cette légitimité. On va héberger des startups. Mais une start-up aujourd'hui, c'est une entreprise qui a priori paye peu ou pas de salaire, paye certainement pas d'impôts puisqu'a priori elle ne fait pas de bénéfices, et puis donc dans son incubateur ne paye pas de loyer non plus. C'est un pari sur l'avenir. Nous estimons que nous n'avons pas, d'une part, la légitimité, puisqu'on n'a pas ces hautes écoles sur le territoire, mais pas non plus nécessairement la volonté d'héberger ce type d'activité. Par contre, avec un positionnement qualitatif, on veut essayer de les attirer le jour où ils ont atteint un niveau de croissance suffisant pour avoir d'autres besoins. Le jour où la dite entreprise a, entre guillemets, réussi sa transformation, devient une entreprise qui est rentable, qui crée des emplois, qui paye des salaires, qui potentiellement dégage du bénéfice, alors là, oui, on veut pouvoir l'attirer. Et à ce moment-là, son enjeu, c'est plus d'avoir des loyers gratuits. Elle va chercher d'autres avantages. Donc voilà, ça c'est ce positionnement qualitatif sur cette notion d'immobilier. Après, il y a une autre différenciation qui aurait été possible, c'est la différenciation sectorielle. On peut avoir la Vallée de Joux qui tout d'un coup dit nous on veut se positionner fortement sur la microtechnique. On peut avoir Payerne qui dit bah nous on a un aéroport, on va essayer de développer tout ce qui tourne au service aéroportuaire. Mais là il y a un autre problème, c'est on ne peut pas sortir ça de nulle part. Soit on a une légitimité industrielle historique, malheureusement on l'a plus vraiment sur la rivière en Lavaux. Soit on a une légitimité académique, nous n'avons pas une seule HES sur notre périmètre. Soit on a une légitimité, il m'en manque une, académique. Soit on a une infrastructure spécifique, c'est en l'occurrence l'exemple de l'aéroport à Payerne qu'on n'a pas non plus. Donc typiquement, de se focaliser sur un secteur, ça ne nous semble pas pertinent non plus. D'où cette approche, et je vais donner des exemples, de dire ok, nous on va cibler la qualité, ça nous permet de valoriser nos atouts. On a une région qui bénéficie d'une image positive, on a une région qui a une force d'attraction naturelle parce que justement les gens la reconnaissent dès le départ comme une région qualitative. Si on devait bâtir cette image de marque, ce serait impossible, mais elle est là, on l'a. Donc encore une fois, il faut l'assumer et essayer d'en dégager le maximum de valeur. Je viendrai avec des exemples. Et puis le deuxième élément, développer et valoriser nos atouts. Là encore, qu'est-ce qui n'est pas écrit ? On aurait pu choisir une stratégie de diversification. Ça a eu été le cas à un moment donné, en disant on veut un tissu économique diversifié, avec des acteurs de plein de domaines différents, qui est hyper résilient. Mais la vérité, c'est que c'est très artificiel. Comment vous créez ça ? Quel effort vous devez mettre pour vous diversifier, pour créer une légitimité dans des secteurs où vous n'en avez aucune ? Il y a quelques années, quelqu'un me disait, on évoquait la rénovation du centre des congrès, il faut arrêter avec le tourisme, dorénavant il faut coder, il faut des programmeurs. Oui, mais nous, on a des sommeliers et des gouvernantes. Et avant de développer une nouvelle branche, on n'essaie pas de scier celle sur laquelle on est assis. Et on a une légitimité sur ces thématiques-là. On a un savoir-faire, 150 ans, on a des écoles hôtelières qui amènent une expertise. Donc c'est de dire, voilà, on va essayer de valoriser d'abord nos atouts et non pas de combler de manière un petit peu vaine des lacunes qu'on a dans le territoire. Et des atouts, on en a nombreux. Alors j'évoquais ce savoir-faire de l'accueil, mais la situation géographique de notre région est évidemment un atout majeur. Et là, je m'adresse plus aux entreprises industrielles exportatrices potentielles. Si aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, une entreprise cherche une tête de pont pour se développer sur la Suisse romande, de Sierre à Berne, Neuchâtel jusqu'à Genève, il n'y a pas de meilleure implantation que cette région. Là, on a clairement un atout et notamment une connexion avec la Suisse allemande. Donc on a d'une part une position géographique qui est une position clé, d'autre part un tissu cosmopolite. On accueille très très bien les gens chez nous. Les gens qui arrivent chez nous en général s'y sentent rapidement intégrés, ils ont cette possibilité. On a aussi une offre de cliniques privées, d'écoles privées qui est riche. Donc de valoriser tous ces atouts pour se différencier. Ça c'est la stratégie et le positionnement. Alors pour donner un exemple concret, parce qu'à ce stade en général c'est ça qu'on nous demande, la stratégie qualitative, l'idée c'est de l'avoir dans tous les domaines. Parce que ça permet encore une fois de justifier pourquoi les loyers sont chers chez nous, pourquoi les salaires sont chers, pas plus chers qu'ailleurs en Suisse, mais en comparaison internationale évidemment. Et en fait la seule piste possible c'est d'être qualitatif à tous les échelons. Alors on va prendre un exemple ici dans l'économie de la production, quelque chose d'extrêmement basique, ça fait sourire, le fabricant de balais. C'est un exemple sur lequel on peut tous se projeter et c'est intéressant parce qu'on pourra le décliner tout à l'heure. Alors notre fabricant de balais au départ il fabrique 2 balais à 12 francs chacun, 24 francs de chiffre d'affaires. Les perspectives qui s'offrent à lui. Alors il peut réduire son offre, soit de manière volontaire, soit parce qu'on lui l'a imposé. Il fabrique un balai 12 francs, soit. Plus traditionnellement, son objectif, c'est d'avoir une croissance quantitative, c'est de faire 3 balais. 3 balais 12 francs, 36 francs, il a augmenté d'un tiers son chiffre d'affaires, bravo monsieur. Puis en fait, quand on se pose dans une
Perspective qualitative, l'approche c'est plus celle-là. L'approche c'est de dire non, on va essayer de mettre de la valeur dans notre produit, valeur reconnue que le client, qui fait que le client sera prêt à payer nos balais non plus 12 mais 18 francs. Et du coup on reste avec nos 2 balais à 18 francs, mais on atteint quand même notre chiffre d'affaires de 36. On a augmenté notre chiffre d'affaires, mais avec une version qualitative, en ajoutant de la valeur à notre produit. Si on jette un coup d'œil à quelles sont les conséquences de ceci, dans la réduction de l'offre, spontanément on aurait tendance à penser que c'est plus durable. On produit moins, il y a moins de déchets. Mais en réalité, ce n'est pas du tout dépendant du producteur, c'est dépendant du consommateur. Parce que moi, j'ai produit qu'un seul balai, mais peut-être que mon client, il avait bel et bien besoin de 2 balais. Et du coup, peut-être que le deuxième balai, maintenant, il va l'acheter en Chine. Et qu'en réalité, le bilan de ma réduction de l'offre locale, il est catastrophique. Ce qui est sûr, c'est que ça ne dépend pas du producteur, ça dépend de l'acheteur. Et dans tous les cas, on a une baisse de valeur créée. Dans la croissance, à l'inverse, on aurait spontanément tendance à penser qu'on a un problème. On crée plus, il y a plus de déchets à l'arrivée. Encore une fois, ça ne dépend pas du producteur, ça dépend du consommateur. Si mon consommateur, à l'origine, il avait besoin de 3 balais, ben c'est génial, maintenant il peut acheter 3 balais locaux. Alors qu'avant, il devait l'acheter en Chine. Encore une fois, c'est indépendant de ce que le producteur décide. C'est le consommateur qui va dicter cet impact. Par contre, dans tous les cas, on a plus de valeur ajoutée. Et puis, dans notre développement qualitatif, alors le chiffre d'affaires, encore une fois, c'est clair, mais l'aspect durabilité, en réalité, là pour le coup, ça dépend du producteur. 2 balais au départ, 2 balais à l'arrivée, mais si cette valeur ajoutée qui fait que nos clients aujourd'hui sont prêts à payer 18 francs, elle vient justement d'une approche durable. Peut-être que notre balai, dorénavant, il est en bois certifié. Pour prendre un exemple plus local, peut-être que notre vin, maintenant, c'est un vin bio. Et ces éléments-là, c'est clairement du développement qualitatif. Ce que ça signifie là derrière, c'est que la seule piste qu'on peut évoquer par rapport à ceci, c'est l'innovation. C'est innover, se distinguer, rajouter de la valeur dans nos produits. Et là, on est dans une optique de croissance qualitative qui permet de justifier, parce qu'au final, c'est le client qui va dire s'il est prêt à payer 18 francs pour son balai. Ça, c'est clairement une approche qu'on veut développer de manière transversale. Alors, le modèle économique de référence pour la région. Vous avez ici une illustration, ce cercle, admettons que c'est la région. Vous avez dans cette région des ménages qui créent une demande, qui consomment, des entreprises qui créent une offre, qui produisent, et de l'argent qui circule, des biens, des services, des salaires qui circulent au sein de cet écosystème. C'est ce qu'on appelle l'économie présentielle, liée au nombre d'habitants. Mécaniquement, si on prend l'exemple d'un boucher ou d'un plombier, si vous avez 50 000 habitants ou si vous avez 100 000 habitants, il y aura plus de bouchers, il y aura plus de plombiers. On est sur répondre à un besoin qui est lié à la population. Alors, si on est en autarcie, on est une île et puis qu'on produit tout ce qu'il nous faut sur cette île, la discussion s'arrête là. En réalité, on ne s'enrichit pas, on ne s'appauvrit pas. Évidemment que dans notre région, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Notre panier, il est très largement percé puisqu'on produit relativement peu de choses. Donc on est sans cesse, nos 92 000 habitants et plus tard nos 110 000 sont sans cesse en train de dépenser, en train de faire sortir de l'argent de ce cercle pour s'équiper, les habits qu'on porte, les voitures qu'on roule, mais pratiquement tout en réalité. Encore une fois, on produit relativement peu de choses. Donc pour maintenir la richesse, et encore une fois je parle juste de maintenir, il faudrait qu'on ait au moins autant d'apports de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui apporte ? Historiquement, la lecture académique qu'on en a en termes de promotion économique, c'est essentiellement ce qu'on appelle la base exportatrice élargie. C'est-à-dire 2 types d'activités. D'une part, les entreprises qui exportent des biens et des services. Alors exporter des biens, on comprend tous ce que ça veut dire. On en a quand même. Je l'ai dit, on en a peu, mais on en a quand même. Et puis exporter des services, on a un très bon exemple, c'est Nestlé à Vevey. Vous avez plusieurs milliers d'employés qui travaillent chez Nestlé, qui font de la compta, de l'administration, du marketing pour un groupe mondial et qui, tous les mois, reçoivent un salaire qui est payé avec de l'argent qui a été récolté partout dans le monde, avec des gens qui ont acheté des pâtes et de la sauce tomate. Et ces dépenses-là sont rapatriées et servent à payer ces salaires. On est dans l'exportation de biens et services. Et puis le deuxième volet, c'est l'économie de l'accueil, tourisme, école privée, clinique privée, congrès, où on se retrouve avec une population qui a gagné son argent ailleurs et qui vient le dépenser chez nous. Ça, c'est traditionnellement le vecteur qui nourrit une région. Et puis il y en a un autre, et qui est particulièrement significatif ces 20 dernières années pour notre région, c'est ce qu'on appelle la base résidentielle. C'est-à-dire des gens qui ont amené de l'argent en devenant résidents. Alors d'une part, c'est tous les salaires rapatriés par les pendulaires résidents, les gens qui habitent ici et qui gagnent leur vie ailleurs.
et qui donc rapatrient cette richesse. Et puis également les retraités résidents, respectivement ceux qui ont choisi de venir passer leur retraite ici. Toute votre vie, vous êtes à Holton, dans un immeuble sous les nuages. Tous les mois, vous mettez 15% de votre salaire de côté en prévoyance sociale. Tous les mois. On arrive finalement à un paquet conséquent. Arrivé à la retraite, vous dites finalement les 30 dernières années, j'ai envie de les passer au soleil, vous venez habiter ici. En réalité, ce paquet qui a été gagné à Holton, vous l'amenez, vous allez le dépenser ici. On a énormément bénéficié de ça ces 20 dernières années. En réalité, la croissance de notre région, elle était énormément basée sur cet élément-là. Mais ça pose beaucoup de questions, notamment, on verra tout à l'heure, en termes d'habitat. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que c'est finalement ces sorties? On l'a évoqué, les dépenses courantes, autant des ménages que des entreprises qui doivent avoir des matières premières, mais des collectivités publiques aussi, qui elles aussi doivent se fournir en équipement notamment. Et puis le pendant de la base résidentielle, alors ça fait un peu mal de le dire, mais nous aussi on est des touristes. Nous aussi on va régulièrement dépenser ailleurs de l'argent qu'on a gagné ici. Donc évidemment que ça c'est une fuite. Et puis de la même manière que nos pendulaires entrants ramenaient de l'argent qu'ils ont gagné ailleurs, nos pendulaires sortants amènent ailleurs de l'argent qu'ils ont gagné ici. Ça, c'est le modèle global. Et pour nous, ça a défini finalement nos axes stratégiques, flux entrants, économie induite, flux sortant, nos domaines d'action, base exportatrice, base résidentielle, économie présentielle, dépenses extérieures et fuite. Et ça, c'est les 5 domaines d'action. Si on reprend la pyramide. On l'évoquait tout à l'heure, les flux entrants, ce qu'on cherche à faire, c'est d'une part stimuler l'apport de valeur exogène, évidemment. En ce qui concerne l'économie induite, c'est de la soutenir, cette création de valeur locale, et puis de permettre surtout que cette économie, elle puisse suivre la croissance de la population. Parce que je le disais tout à l'heure, 50 000 à 100 000, vous avez besoin de plus de menuisiers, de plus de bouchers, de plus de plombiers. Encore faut-il qu'ils aient la possibilité de suivre, respectivement notamment des emplacements. Et puis les flux sortants, est-ce qu'on arrive à retenir un peu ces flux sortants? Et ça, appliqué aux 5 domaines d'action. Alors si je reprends notre schéma tout à l'heure et puis qu'on va chercher les enjeux pour chacune de ces catégories. En ce qui concerne la base exportatrice élargie, l'enjeu principal, on l'a thématisé souvent, c'est cette question de terrain et locaux. Il faut que déjà que ces entreprises puissent rester ici, se développer ici. Et c'est doublement important puisque c'est effectivement celle qui amène de la richesse extérieure. Il faut qu'on leur offre des conditions cadres qui leur permettent de le faire. Il faut qu'on soutienne toutes les initiatives d'exportation et les initiatives d'innovation. Puisqu'on disait bien, c'est au travers de cette innovation qu'on peut justifier d'une plus grande valeur créée. Et puis, en ce qui concerne le volet de l'économie de l'accueil, c'est la notoriété de la marque, la notoriété de la région, de la destination. Et puis l'offre. Est-ce qu'on a une offre qui correspond et qui répond à ses besoins? La base résidentielle, c'est plus délicat. La première raison, c'est pourquoi ces gens sont venus habiter ici, c'est la qualité de vie. Donc on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure comme étant notre objectif. Tout ce qu'on fait d'autre ne doit pas péjorer ceci. Donc on garde ça en permanence. Et puis la deuxième, c'est la capacité de l'accueil. Si on veut accueillir ces gens, et en réalité, comme on voyait tout à l'heure l'évolution de l'équilibre de la pyramide des âges, on est intéressé à les accueillir. C'est des forts contributeurs. On est intéressé à les accueillir, ça permet de compenser et de financer les biens, les services, les infrastructures pour notre population. Mais pour ça, il faut avoir le moyen de les loger. Et là, on arrive dans toute la thématique de la densification. Est-ce qu'on a la capacité de loger ces gens-là? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Là, on a une population qui est potentiellement fortement contributive, mais ça veut dire une population qui a les moyens. Notre région, elle est attractive par nature. Le cadre naturel, on l'a vu tout à l'heure. C'est une chance, c'est une grande opportunité. On a des régions qui souffrent du même enjeu au niveau de la pyramide des âges, mais qui n'ont pas cette attractivité naturelle, qui se retrouvent obligés, par exemple, de développer une stratégie de diminution des coûts pour que les gens viennent. Non, on n'a pas ça. Les gens viennent spontanément parce que c'est beau, parce que c'est agréable. Et ces gens ont les moyens. Le problème, c'est que si on ne développe pas l'offre pour les accueillir, eux trouveront des appartements. Mais est-ce que nos enfants en trouveront? Est-ce que les 50% de notre population qui n'est pas actif pourront encore se loger? Est-ce que les retraités qui sont dans une situation précaire pourront le faire? Parce qu'en réalité, ceux-là, ils ont la capacité. Donc là, il y a un enjeu majeur sur l'aspect immobilier. Sur l'aspect de l'économie présentielle, on retrouve cette thématique des terrains et locaux. C'est un peu moins aigu, quoique on doit aussi avoir des terrains pour ces activités-là. Gouvernance, parce qu'on pense que, je l'évoquais tout à l'heure, la gouvernance, elle doit être régionale. C'est des enjeux régionaux. Entrepreneuriat, il y a une érosion naturelle qui se fait dans ce tissu économique. Il y a des entreprises qui cessent leur activité pour plein de bonnes et de moins bonnes raisons. Il y a des gens qui ne peuvent pas les transmettre. Donc on doit aussi soutenir la création et puis soutenir également les transmissions. On sait que c'est des phases clés. Développer les circuits courts, essayer d'avoir cette grande proximité entre la production et le consommateur. Et puis tout ce qui concerne les partenariats, le réseau régional, c'est un exemple ici dans cette salle. On veut que les entreprises aient le réflexe de se dire, est-ce que cette prestation
j'ai un acteur local qui peut me la fournir, et quelle est la valeur ajoutée à utiliser cet acteur local plutôt qu'un acteur extérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'économie présentielle et la base exportatrice ne sont pas, heureusement, totalement imperméables. On parlait d'innovation tout à l'heure, on parlait de trouver une niche finalement. On a des exemples très concrets d'entreprises de la région, des artisans, qui à un moment donné sont des artisans dont la nature est de servir le besoin de la population locale, mais vont trouver leur niche. Vont trouver une niche, vont innover, vont se positionner. Alors ça ne va certainement pas être 100% de leur activité, mais il y a une partie de leur activité qui devient une activité exportatrice. Parce que sur cette spécialité qu'ils ont réussi à développer, ils deviennent concurrentiels avec des entreprises qui sont localisées ailleurs. On a quelques beaux exemples dans la région. Évidemment que ce n'est pas toute leur activité, mais cette partie-là, elle est intéressante. On doit la soutenir. Elle est particulièrement intéressante parce que c'est la flèche verte. Elle va nourrir la région. Si on prend du côté des dépenses extérieures, si on veut que les ménages potentiellement dépensent moins à l'extérieur, on doit déjà veiller à ce qu'il y ait une offre de proximité. Alors, est-ce qu'elle existe? À ce qu'on la maintienne dans la mesure du possible. On sait que c'est difficile. On sait qu'aujourd'hui, il y a une concurrence globalisée. Est-ce qu'on arrive quand même, autant que faire se peut, à soutenir et à maintenir cette offre de proximité? En ce qui concerne les entreprises, est-ce qu'on arrive à développer des modèles d'économie circulaire? Est-ce qu'une partie de la matière première peut être potentiellement les déchets d'une autre entreprise? On est parfaitement clair qu'on ne pourra jamais avoir 50%, même pas 30%, mais même si c'est que 10%. Peu importe, chaque pierre à l'édifice est utile. De se dire, voilà, est-ce qu'on arrive à avoir une forme d'économie circulaire? Et puis dans les collectivités, c'est l'enjeu des marchés publics. Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les collectivités puissent inclure un privilège de proximité dans ces marchés publics? C'est aussi un enjeu colossal. Et puis, sur le dernier élément, les fuites, comme on les a appelées, finalement, la réflexion sur le tourisme, il ne s'assure surtout pas d'empêcher les gens de prendre des vacances. On en a tous besoin, on a besoin de se ressourcer de temps en temps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce budget vacances, en général, c'est le même budget que le budget loisir dans un ménage. Si on arrive à faire que sur 5 semaines de vacances par année, ou peut-être la personne part les 5 semaines, finalement, elle se dit non, une semaine, je reste ici. Et je pense que le Covid a été un excellent illustrateur de ceci, pour autant qu'on puisse avoir une offre locale qui est riche, dire, je reste parce que finalement, j'ai des loisirs sportifs incroyables sur les hauts, je peux aller faire du VTT, il y a une offre culturelle qui est présente, qui est absolument riche, il y a encore une fois un cadre de vie qui est valorisé, il y a une ambiance générale qui est estivale, par exemple dans l'été, ou qui m'offre, dans des périodes aussi hivernales, des opportunités. Donc l'animation locale, finalement, devient aussi un moyen d'asseoir l'équilibre économique de la région. Encore une fois, c'est à la marge, mais chaque point gagné est intéressant. Et puis en ce qui concerne les salaires extraits par les pendulaires, on retombe sur cette notion d'immobilier, mais à l'autre bout. Personne ne fait 3 heures de trajet, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, par envie. Ça n'existe pas. Si quelqu'un fait ça, c'est parce qu'il trouve aux deux bouts de ce trajet quelque chose qu'il n'a pas autrement. Il va trouver là un salaire plus élevé que chez lui, et puis là, un logement moins cher que là. Est-ce qu'on arrive à avoir un impact là-dessus? On a dit que pour nous, c'est clairement une sortie de richesse. Alors travailler sur le salaire, on peut, mais ça risque d'être compliqué. En général, il n'y a pas de miracle, c'est pendulaire, c'est plutôt dans les salaires les moins rémunérés. Alors il y a des efforts à faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Par contre, est-ce qu'on peut répondre à ce besoin de logement? Finalement, si on était capable d'avoir du logement abordable, à un moment donné, chacun fait sa balance d'intérêt, va chercher sa qualité de vie. Finalement, si je peux me loger proche de mon travail, à des conditions abordables, je suis peut-être prêt à payer un peu plus que ce que je payais à 1h30 de route, mais j'économise 3 heures par jour. Donc là aussi, il y a un enjeu sur l'aspect immobilier. Maintenant, de ces axes, domaines et enjeux, on a dans la stratégie toute une déclinaison en spécifiant les pistes qu'on souhaite explorer. J'aimerais prendre un exemple sur la disponibilité des terrains et locaux dans l'activité exportatrice. Donc là, on a développé une stratégie régionale de gestion des zones d'activité, où on a défini finalement, ça vous vous en rappelez peut-être, c'était déjà en 2017, mais ça a été encore revu depuis, où on définit les sites d'implantation qui pour nous sont des sites stratégiques, en définissant la typologie d'entreprise, où est-ce qu'on va mettre de l'activité de proximité, où est-ce qu'on va mettre de l'activité d'exportation, quels sont les pôles à développer, quelles sont les réserves potentielles. Encore une fois, on doit créer 9000 emplois d'ici 2040. L'essentiel de ces emplois ne sera pas dans les zones d'activité. Aujourd'hui, le secondaire, ça ne représente qu'une petite partie des emplois. Mais malgré tout, on voit qu'il y a des enjeux de proximité à servir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le servir? De manière assez logique, aujourd'hui, c'est des emplois qui sont localisés près des sorties d'autoroute. Historiquement, c'est des emplois qui étaient localisés le long des rivières pour la force motrice.
Pensez à la zone industrielle de Vevey, pensez à Feu, la zone industrielle de Montreux, qui était le long des rivières. Aujourd'hui, on voit que ces types d'activités remontent de manière complètement logique et pertinente. Il s'agit aussi de sortir les nuisances du tissu urbain près des autoroutes. Mais on a un autre enjeu. Encore une fois, 9000 emplois, essentiellement du tertiaire, essentiellement de l'administratif. Le commerce va grandir avec la population. Et pour le tertiaire administratif, on est la seule région du canton qui ne dispose pas de grandes réserves de locaux. Partout ailleurs, il y en a énormément, chez nous, il n'y en a pas. On a des entreprises, pas plus tard qu'il y a 2 ans, qui sont parties parce qu'il n'y avait rien à leur proposer. Ça, c'est un de nos problèmes, la disponibilité de plateaux administratifs. Par contre, on a une chance, on a une opportunité, c'est que juste à côté des gares principales, en l'occurrence Vevey et Montreux, il y a des friches ferroviaires. Donc on a un problème, mais on a le potentiel pour y répondre. Parce qu'évidemment que ces activités qui sont extrêmement denses, qui créent beaucoup d'emplois au même endroit, le but c'est de les mettre le plus proche possible des transports publics. Et là, on a une potentialité de le faire, mais encore, faudra-t-il qu'on en ait l'envie. Historiquement, on a surtout développé du résidentiel. Voilà pour la localisation des terrains. Si je prends un autre exemple, le tourisme, évidemment, on l'a beaucoup évoqué comme étant un enjeu majeur. Alors je reprends mon exemple des balais tout à l'heure, mais appliqué au tourisme individuel. Concrètement, on a au départ un hôtel avec un certain nombre de touristes qui vont dépenser 250 francs par séjour. Ce n'est pas la nuitée, c'est le séjour. Tout ce qu'ils vont dépenser durant leur séjour ici. Pareil que tout à l'heure, on peut avoir une réduction de l'offre, moins de touristes, 250 francs, soit. On peut avoir l'approche traditionnelle, c'est de dire on veut plus de touristes, qui vont donc amener plus d'argent dans la région, c'est super, 250 francs chacun. Et puis on peut avoir une approche qualitative, on dit non. En réalité, on a même 2 variantes. On peut se dire la première dans le développement qualitatif, c'est de dire on aimerait le même nombre de touristes, mais on veut qu'ils laissent plus, qu'ils créent plus de valeur localement. Donc on va ajouter des services à valeur ajoutée. On va se dire, on veut cibler des gens qui font plus que passer la nuit et repartir le lendemain matin avec un déjeuner à l'emporter, mais qui vont tous, par exemple, séjourner, aller au restaurant de l'hôtel ou un restaurant de la ville, peu importe. Et du coup, pour la même population, on a une valeur ajoutée supplémentaire. Mais on peut être encore plus ambitieux, et c'est clairement l'approche qu'on retient, c'est de dire finalement, ce qui serait vraiment idéal, c'est potentiellement d'avoir moins de touristes, admettons, mais qui restent 2 fois plus longtemps. Et qui reste 2 fois plus longtemps parce qu'on sait qu'il y a un effet de levier considérable sur la durée des séjours. Quelqu'un qui reste 2 nuits, qui reste 3 nuits, non seulement réduit les coûts au niveau de la prestation de logement, mais va lui aller profiter de l'offre culturelle, va certainement aller dans les magasins, va aller plusieurs fois au restaurant, va concrètement laisser beaucoup plus d'argent dans la région. Ça, c'est l'objectif, prolonger la durée des séjours et puis essayer aussi de contrer la saisonnalité, que les gens viennent non pas uniquement pour de l'événementiel, mais pour une qualité de vie globale qu'on peut leur offrir sur toute l'année. Au niveau des conséquences, je ne détaille pas, les 3 du bas, c'est les mêmes que pour les balais. C'est exactement la même chose. La dernière est intéressante tout en haut, parce que la dernière tout en haut, elle est sans intervention du client, elle est positive autant sur le chiffre d'affaires que sur l'impact environnemental. On parle souvent de tourisme doux, mais le tourisme doux, c'est quoi finalement? J'ai été me balader dans la forêt, super. Au Sri Lanka, moins bien. Le problème, c'est le trajet, c'est pas l'activité. C'est le trajet en réalité qui va avoir le plus grand impact. En prolongeant la durée de séjour moyen, ce grand trajet qui amène sur le site, on le divise par 2, par 3, si les gens restent 2 fois plus longtemps et qu'on a le même nombre de nuitées. Donc on crée plus de valeur et on a un impact environnemental qui est nettement plus faible. Donc ça, c'est une approche de développement qualitatif appliquée au tourisme. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Déjà, on a besoin que l'offre soit cohérente, complémentaire et qualitative. Encore une fois, on doit être très clair. Et là, je fais une digression pour dire que toutes ces réflexions sur le volet touristique ont été menées en partenariat étroit avec Montreux Vevey Tourisme, avec Christophe Sturny et son comité, puisque la stratégie de développement touristique est aussi aujourd'hui révisée. On a fait les 2 de manière parallèle pour avoir justement une cohérence entre les 2. Et ces thématiques-là, on les retrouve et c'est vraiment totalement aligné. Donc offre cohérente, complémentaire et qualitative, ça veut dire que pour attirer ces gens, on va être très ciblé. La mission de l'Office du tourisme, c'est d'attirer les gens puis qu'ils restent longtemps, c'est de créer des nuitées, parce que ces nuitées vont créer des dépenses dans les magasins, dans les restaurants, dans l'offre culturelle et événementielle. Donc l'objectif principal, c'est ça. Les excursionnistes qui viennent pour la journée puis qui repartent, on n'a que les nuisances. Donc on veut créer des nuitées. Puis pour ça, il faut cibler. Et l'idée, c'est vraiment d'approcher des têtes d'affiche. Alors on a le futur train Golden Place Interlaken-Montreux. Entraînez-vous à dire Interlaken-Montreux. On entend souvent Montreux-Interlaken. Mais en réalité, les gens dorment à l'arrivée. Donc c'est le train Interlaken-Montreux. Le château de Chillon, évidemment, mais le fort de Chillon aussi. Lavaux
ça semble très clair. Rocher-de-Nez, aussi un potentiel énorme. Des nouveaux trains qui vont arriver dans quelques années, climatisés, plus rapides. Un site qui n'a rien à envier au Rigi, par exemple. 800 000 visiteurs au Rigi, 100 000 visiteurs au Rocher-de-Nez. Il ne s'agit pas d'accueillir 800 000 personnes au Rocher-de-Nez, c'est pas ça qu'on dit. Mais si on passe à 150, c'est déjà 50% de hausse. Et pour une excursion qui prend une demi-journée. Et qui donc a un impact considérable sur la probabilité que la nuitée se fasse chez nous. On sait qu'un touriste étranger, à un moment donné, il monte sur un béquet. À un moment donné, en Suisse, il monte sur une montagne, c'est standard. Chaplin's World, et puis toute l'offre culturelle événementielle qu'on a par exemple au 2M2C juste à côté. Ça, c'est nos highlights qui veulent complémentaire avec de l'indoor, de l'outdoor, du culturel, du moderne, du traditionnel, du culturel encore une fois, des paysages, d'avoir cette offre pour pouvoir la rendre. Mais on va plus loin que ça, parce qu'en réalité, si notre objectif prioritaire, c'est de prolonger la durée des séjours, à un moment donné, le mandat qu'on donne à l'Office du tourisme, c'est pas de satisfaire notre fierté locale. On n'a pas besoin que l'Office du tourisme vende chaque petit atout. Nous sommes fiers d'habiter ici, on connaît notre région, on sait que chaque village a quelque chose à proposer. Mais finalement, une fois que les gens sont ici, d'élargir l'offre et de leur proposer d'autres attractivités, c'est bien, mais pour les attirer, on doit se focaliser sur des choses porteuses. Et quand on a cette approche-là, en réalité, ce qui historiquement était perçu comme nos concurrents ne deviennent plus potentiellement des concurrents, mais des produits. Est-ce qu'on est prêt à se dire que on va approcher un touriste suisse-allemand puis lui dire « Tu veux visiter le musée olympique, Gianada, la chocolaterie Abro, même la ville de Genève, tous des objets et des produits touristiques phares qui sont en dehors de notre périmètre. » Mais le discours, c'est de dire « Mais le meilleur endroit pour le faire, c'est de dormir chez nous. » Tu peux aller visiter tout ça, mais fais-le chez nous, en complément à toute cette offre clé qu'on évoquait tout à l'heure. Si on arrive à rentrer ça dans la tête de notre public, on aura des gens qui restent 3 nuits. Et l'effet, la valeur ajoutée, elle est colossale. Et bien sûr qu'une fois qu'ils sont là, on va leur parler de la vieille ville de Montreux, on va leur parler du château suisse du jeu, du musée suisse du jeu. On veut valoriser, mais avec quoi on les attire? On a la même approche au niveau des entreprises qu'on essaie d'attirer. J'évoquais tout à l'heure, on essaie d'attirer notamment le touriste en lui disant « Notre région est un hub pour vos visites ». Les entreprises, la même chose. Positionnez-vous chez vous. Chez nous, on est une tête de pont qui vous ouvre tout le marché suisse romand, avec une connexion extrêmement efficace avec le marché suisse allemand. Si on prend la question des terrains pour l'économie présentielle, même chose qu'avant, on a développé une stratégie, on identifie quels sont les endroits pour implanter des zones artisanales de proximité. Là, il y a des enjeux d'accessibilité, il y a aussi des enjeux de prix. Ces entreprises n'ont pas la capacité de payer la même chose qu'une entreprise exportatrice. Est-ce qu'on est capable de répondre à leurs besoins? Parce qu'encore une fois, avec une population qui augmente de 20 000 habitants, avec nos enfants qui viennent grossir cette population, comment est-ce qu'on les sert et où est-ce qu'on les place? Donc on a défini des zones d'achalandise pour ces zones, on a aussi défini des zones où ça manque, des périodes, des périmètres où a priori il va falloir développer ceci. Et puis il y a la question des conditions cadres. Alors bien sûr, on parle toujours de la desserte en transport public de ces zones, mais malgré tout, notamment pour l'artisanat de proximité, les places de parc, c'est un enjeu colossal. On ne sait toujours pas digitaliser un pot de peinture ou une scie sauteuse. Ces entreprises ont des véhicules d'entreprise et elles l'auront toujours demain. Et pour 20 000 habitants de plus, 20% de plus d'habitants, il y aura. Donc c'est aussi un enjeu qu'on doit prendre en compte dans les conditions cadres. J'en ai terminé pour ces quelques exemples. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus large, mais on a fait le focus ici. Vous retrouvez la totalité sur promove.ch, stratégie. Et puis, j'aimerais juste rappeler ici les enjeux auxquels on doit faire face. Créer 9 000 emplois d'ici 2040. Comment financer les infrastructures et les services pour une population qui a 20 000 habitants de plus, nos enfants, très concrètement, arriver à 110 000 habitants. La vision qu'on vous propose, parce qu'on veut maintenir cette qualité de vie, c'est la réponse à la thématique d'aujourd'hui, et comment on propose d'y arriver. Et puis, l'objectif qu'on avait aujourd'hui, j'espère que dans une certaine mesure on a pu l'atteindre, vous sensibiliser à ces enjeux. Est-ce qu'on arrive à s'aligner puis à dire oui, ça a de la valeur et on tient compte de nos propres réflexions, et du coup, est-ce qu'on se mobilise tous ensemble pour aller dans cette direction-là, chacun à son échelle, chacun dans son entreprise, conscient de sa valeur ajoutée, conscient de ses responsabilités. Pareil pour les collectivités publiques, conscient de ses responsabilités. Encore une fois, on parle de qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos enfants. Voilà. Je propose d'ouvrir un petit moment pour des questions-réponses. Il est 9h15, traditionnellement, on finit à 9h30, ça nous laisse encore une petite plage. La parole est à qui veut la prendre.